Le premier des droits de l'homme, c'est la liberté individuelle. La liberté de la propriété, la liberté de penser, la liberté du travail, nous dit Jean Jaurès. Nous avons coutume d'entendre dire « c'est mon droit ». Que recouvre cette expression? Le droit est présent de manière quotidienne dans la vie des citoyens, que ce soit dans le cadre d'un héritage, d'un divorce, d'un mariage, en entreprise. C'est l'ensemble des règles qui régissent le fonctionnement sociétal au nom de certaines valeurs, mais le droit nous rappelle également nos devoirs. La boussole reçoit une référence dans le monde du droit. Multicasquette, elle est enseignante en droit des affaires, juriste, conférencière. Elle retracera son parcours et ses accomplissements sur le média qui se veut inspirant, impactant positivement. Je vous parle bien sûr de la boussole. Bonjour Marie-Paul. Bonjour Josiane, comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Ça va, je suis très ravie d'être dans vos plateaux pour cette émission. Et puis c'est un honneur pour moi d'avoir reçu cette invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. À la boussole, nous avons une philosophie. Laquelle philosophie? C'est de permettre à l'invité de se présenter. Je vous laisse vous présenter. Qui est Marie-Paul? Ah, qui suis-je? Écoutez, je suis franco-ivoirienne, donc je suis née en Côte d'Ivoire. Je suis venue en France, principalement à l'âge de 13 ans, pour faire des études et pour rejoindre effectivement ma mère qui vivait. On passe les étapes, j'ai grandi en banlieue parisienne dans le 77. Et après le bac, je suis montée effectivement sur Paris, faire des études. Mais en soi, à cette époque, j'ai quand même toujours voulu... J'hésitais entre deux choix. Le droit ou la com. Mais en tout cas, il me fallait quelque chose où je pouvais parler. Parce que je parlais énormément. Et surtout dans le but de pouvoir défendre des causes. La communication me permettrait effectivement d'avoir une visibilité pour défendre des causes. Le droit me permettait effectivement également de le faire, même si c'était dans un autre cadre, surtout le cadre avocature. Oui. Et finalement, j'ai choisi le droit. Et donc, après mon diplôme, je me suis retrouvée à exercer principalement au départ dans les organisations non gouvernementales en Angleterre, aux États-Unis. Et lorsque je suis revenue en France, je suis repartie dans ce qu'on appelle le droit classique. On dira ça, droit des entreprises, comme vous le dites, parce que voilà, droit des affaires. Également, dont j'ai travaillé dans les entreprises, dans les cabinets d'avocats, etc. Et comme anecdote, période un peu de chômage, je dirais ça ainsi. Et donc on m'appelle et on me demande si je peux enseigner. Alors à cette époque je dis non, je ne peux pas enseigner parce que je suis très fougueux, je suis trop passionné, je n'ai pas la pédagogie en moi. Et cette école me dit oui mais c'est payé 100 € de l'heure. Je dis ok, j'arrive. Voilà. Et étrangement, voilà comment commence une vocation dans l'enseignement qui n'était pas du tout. Au départ, pas cette vocation de transmission du savoir. Absolument pas. Absolument pas. C'est vraiment un parcours un peu éclairottique dans la mesure où je ne m'y attendais pas. Et je me retrouve dans l'enseignement, les étudiants ont l'air d'apprécier et je suis recommandée dans d'autres écoles. Et cette tâche devient quasiment 50 à 60% de mes tâches aujourd'hui. Et donc, je délaisse un peu le côté juridique, enfin dans le cadre avocature, oui. Pour cabinet d'avocats, entreprise et tout ça, droit des affaires stricto. Je me lance dans l'enseignement et la communication revient à moi. Beaucoup plus tard, elle revient parce qu'elle me sert pour pouvoir reprendre des activités que j'avais laissées 15 ans plus tôt, c'est-à-dire l'humanitaire. L'humanitaire, on n'en veut pas. Voilà, j'en parle
comme ça, présenter de façon imagée pour vous dire que j'ai vraiment plusieurs casquettes. Oui. Je suis enseignante. Je travaille également dans un cabinet d'avocats, Paris-Bruxelles. J'ai eu ma carte de presse, donc je travaille sur un web média. Et ma passion est l'humanitaire où je défends la cause des droits des femmes. Un parcours riche. Disons que 24 heures ne me suffisent pas par jour. Alors, quels ont été les temps forts de ce parcours ou de ces parcours? Des temps forts, il y en a toujours. Hein. Une vie est semée effectivement d'embûches, d'opportunités qu'il faut saisir au bon moment, d'échecs également dont il faut pouvoir se relever. Mais il est clair que quand on est jeune, quand on a 17 ans, 18 ans, on vient d'avoir le bac, on a l'impression que la vie est linéaire. Bon, je vais faire ça, quand je vais travailler, je finis mes études, je vais travailler, je vais me marier. Vous voyez, on a l'impression que les choses, voilà, tout est tracé. Et ça ne se passe pas ainsi. Je fais mon introduction un peu longue tout à l'heure pour montrer que... Vous êtes à l'honneur aujourd'hui. Je vous remercie. Pour montrer qu'effectivement, ça a été des choix qui sont arrivés à un moment où j'ai saisi l'opportunité, les choses se sont présentées à moi, d'autres j'ai un peu forcé et d'autres se sont imposées à moi. Vous voyez. Donc, ce sont des montagnes russes. Alors, qu'est-ce qui a été le moteur? Pour le droit, c'était assez évident. Je regardais les séries où il y avait des avocats qui étaient magistrales. Je me voyais plaider dans des cours. Et pour vous montrer à quel point je ne suis pas jeune, il y avait une affaire à l'époque qu'on appelait Omar Haddad, un jardinier qui avait été accusé d'avoir tué sa patronne avec le fameux Omar Mardier. Et moi, à cette époque, j'étais convaincue que ce monsieur était innocent. Mais je me disais donc, s'il y a des personnes comme ça, parce que vous avez compris, je suis d'origine africaine, s'il y a des personnes maghrébines, s'il y a des personnes africaines qui n'ont pas des personnes pour les défendre, beaucoup vont se retrouver en prison alors qu'ils sont innocents, alors que tous les accusent. Donc pour moi, c'était vraiment ce qui m'a... Je ne voyais même pas l'avocature comme quelque chose qui allait me faire gagner beaucoup d'argent. Je voyais l'avocature comme chose pour défendre des causes. Vous voyez? Et donc c'est comme ça que je me lance en fait dans le droit. Donc ça a été la première étape. Et pendant que je finis ça, alors que je veux rentrer en cabinet, une opportunité pour travailler dans les ONG se présente à moi. Et quel était mieux de combiner droit et humanitaire? Parce qu'il y a le droit humanitaire. J'avais fait du droit public et international, donc il y a une grande part d'humanitaire dedans. Donc je pars aussi à l'aventure de l'humanitaire, à cette conquête-là de toutes ces personnes dont on viole les droits de l'homme. Donc effectivement, ça c'est une deuxième étape qui se présente à moi. Mais au moment où je crois que c'est celle-là que je vais embrasser, parce que je me vois déjà aux Nations Unies, les portes se ferment. Les portes se ferment. Donc, à un moment où on se pose des questions, parce qu'on continue à frapper aux portes, on se dit, bon, ça n'a pas marché, je vais aller acheter de l'autre. Et les portes se sont fermées. Mais vraiment un moment. Et donc, plus d'opportunités. Et je me retrouve à devoir manger. D'accord? Et je me retrouve à faire l'assistanat juridique, alors que je suis très loin. J'ai un diplôme beaucoup supérieur. Oui. Donc, mais il faut manger. Donc vous vous retrouvez à être une simple exécutante, alors que vous avez déjà, dans un autre pays, eu une équipe à diriger. Et il faut retrouver son humilité. Il faut se dire, mais ce sont des passages de la vie qui vont faire qu'on va rebondir. Bien sûr. Donc vous êtes une exécutante. Vous voyez les autres, vous avez le même niveau, mais vous devenez une simple exécutante. Et qu'est-ce qui vous a permis de rebondir? Parce que dans votre parcours, ouais, vous dites que vous avez rencontré énormément de difficultés. Les portes se sont fermées. Énormément. Et quel a été votre leitmotiv? L'éducation que j'avais reçue. L'éducation que j'avais reçue, des opportunités qui pouvaient se créer, on se parle en toute franchise.
faire une émission comme ça, c'est pour pouvoir aussi dire à des jeunes filles, à des personnes qui sont sur les bancs, que les réalités sont souvent autres. J'aurais pu effectivement devenir très vite directrice si j'avais accepté quelques propositions de droit de cuissage, comme on appelle. Et c'est un travail, une force mentale de se dire vraiment, mais je vaux plus que ça, je vais continuer à frapper aux portes. Mais les portes se fermaient, les portes se sont vraiment fermées à un moment. Donc, assistante par-ci, assistante par-là, jusqu'à ce qu'un jour, je prenne cette décision. Oui. Je prenne cette décision. J'ai dit non, je ne suis pas une assistante. Eh bien, je vais juste postuler à mon niveau. Ça a mis du temps. Et c'est dans ce laps de temps qu'on m'appelle maintenant enseignante. Bravo. Et c'est lorsque je me retrouve enseignante. Et d'ailleurs, je finis ça, il y a vous voyez, il y a des personnes qui sont mises sur le chemin pour vous donner ce petit coup de pouce. Oui. Et je vais voir ce monsieur qui est aussi aujourd'hui à la retraite et qui me dit dans son école, une petite école, on me dit, vous avez été recommandé. Et je lui dis, ben, je n'ai que 15 heures d'enseignement. Là, je viens juste de commencer. Il dit, vous n'avez aucune expérience. Vous avez quelque chose qui montre que vous en voulez. Et il m'a donné ça, la chance. Et c'est ce monsieur qui a envoyé mon CV à toutes les écoles. Voilà. Et je me permettais maintenant de refuser quelques entreprises. Ah. Alors qu'il fut un moment, je les cherchais avec beaucoup de tristesse, de passion et d'espérance. Oui. Donc j'ai combiné les deux pendant très longtemps. Enseignement, entreprise. Jusqu'à ce que je sente que je n'étais plus faite pour le salariat. C'est aussi une autre étape. Mais là, on grandit un peu. J'étais plus faite pour être celui de subordination. Il était temps maintenant de voler mes propres ailes. Et c'est là que je passe encore à une autre étape. Laquelle étape? La troisième. Ben, je me lance. On commence tous un peu dans l'auto-entrepreneuriat. Je me lance. Je commence bien sûr à frapper aux portes du relationnel, que je dis toujours à la jeune génération qui est très importante, relationnel. Le réseau. Très important. La preuve, je suis devant vous, je ne dirai pas à vos auditeurs comment nous nous sommes rencontrés. Je peux vous le dire. Oui, bien sûr. Ce sont mes anciennes étudiantes. Et j'en suis plus que fière parce qu'elles ont créé leur média. Et ça, c'est ça l'enseignant, de pouvoir apporter son savoir et de voir un peu les petits protégés vraiment voler. Je suis beaucoup depuis 2008, beaucoup sur LinkedIn. Je vois, ça devient directeur, ça devient mais des big boss. Vous restez enseignant, mais vous voyez vos étudiants devenir, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'aigreur pour dire ah bon, je suis restée enseignante, etc. Non, c'est un plaisir. Parce que tous ces étudiants-là, inbox, ils m'écrivent Madame Nabli, j'ai tel problème de droit, etc. Donc ils reconnaissent effectivement la petite part que j'ai apportée dans leur vie. Et ça, c'est ça qui va nous résoudre dans ce métier. C'est très gratifiant. Les messages, et pourtant je croyais que ça, je l'aurais eu dans l'avocature, mais non, c'est vraiment l'enseignement où des étudiants me remercient vraiment. J'ai beaucoup aimé votre cours, madame. Vous avez une façon de présenter le droit avec simplicité. Vous êtes une bonne prof. Vraiment, on vient en cours pour vous. Quand vous entendez ça, vous savez pourquoi vous vous levez, préparez des cours, pourquoi vous avez des migraines à corriger des copies, etc. Et c'est génialissime. C'est génialissime. Étape numéro 2. L'entrepreneuriat. Oui. Étape numéro 3. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous avez mis en place? Quel business vous avez créé? Bah écoutez, je ne savais faire que du droit. Oui. Même quand je suis sortie un peu,
pour faire un peu de la chasse de tête, du recrutement. D'ailleurs, il me fallait du droit aussi pour faire du recrutement. Donc, quelque part, du droit du travail. Donc, ça sert. Ouais. Mais je n'ai fait que 6 mois. Hein, donc, ce n'est pas une expérience où je peux dire que vraiment je suis une bonne recruteuse. Ça fait partie des petits moments de flottement de la vie. Et je reviens donc au droit. Mais là, par contre, je ne travaille plus pour le compte. Je me prends en charge. C'est l'auto-entrepreneuriat au départ. Ça va de soi. Il faut bien débuter parce que l'entrepreneur, en tout cas moi, malgré la force de caractère, j'avais quand même peur. Quand tu commences à être mère, il y a quand même cette peur de l'entrepreneuriat. J'entends beaucoup de choses aujourd'hui sur l'entrepreneuriat. Arrêter de travailler, devenir entrepreneur. On a l'impression que c'est très facile. L'entrepreneuriat, il faut se forger en morale. Des moments où vous n'avez aucun client. Et comment il faut survivre, il y a des réalités. Donc, il y a toute cette appréhension qu'il y avait derrière en soi. Et si je n'ai pas de client, comment je vis? Voilà, je vis de quoi? Au moins le salariat, bon, souvent tu détestes ton job, mais au moins tu sais que tous les mois, tu as quelque chose qui va tomber. Donc, il y a cette forme de stabilité qu'on n'a pas dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que tout le monde aimerait avoir comme Louis Vuitton et avoir un capital social, voilà, Bernard Arnault, mais ça n'arrive pas comme ça. Ça n'arrive pas. C'est des années de bataille, de construction, d'espérance, de flou, de beaucoup de choses pour arriver à cela. Et il faut préparer les entrepreneurs à cela. Mais je me lance parce que je pense que j'arrive à un stade où je ne supporte plus le lien de subordination, non pas parce que je suis orgueilleuse, mais parce que j'avais senti en moi l'âme d'un leader. Et donc il était important de pouvoir effectivement d'abord me comprendre moi-même ce que j'étais et pourquoi arrivé à un moment je ne supportais plus le pouvoir directionnel des directives de l'employeur et que c'était juste le moment de passer à autre chose. Il y a des moments comme ça, voilà, il faut passer à autre chose, pour ne pas que ça devienne conflictuel. Et donc je crée ce petit truc, et puis après ça grandit. Bon, j'ai mes cours hein, qui m'aident, je fais du conseil juridique, je fais un peu de consulting, et des amis à moi reviennent me chercher. Donc vous voyez, les portes qui se fermaient il y a 15 ans, ces mêmes personnes vers lesquelles je tapais aux portes qui se fermaient, reviennent à moi plus tard et me disent, ben, écoute, nous tous on a quitté même nos cabinets d'avocats, on veut monter une structure ensemble et tout, et on voudrait que tu fasses partie de l'équipe. Et donc on monte en fait ce cabinet-là ensemble, chacun ayant la conjugaison de ses expériences, et on monte ce cabinet-là, chacun ayant ses compétences. Mais moi je décide de garder quand même l'enseignement. Voilà, je décide de garder quand même l'enseignement, et puis je fais ça pendant quelques années, et on passe à la 4. On passe à la 4. Allons-y, je suis toute oui. Je vais à Bruxelles, chez une amie proche. On monte en voiture, c'est l'été. Nous montons en voiture. On est très content de se retrouver. Là, c'est 2 enfants derrière elle. Et nous discutons. On s'arrête à un feu rouge. Et ça se joue en, je ne peux pas dire 10 secondes. Je la sens suffoquer. Donc je me retourne, en fait, je vois quelqu'un qui est en train de l'étrangler. Avec la ceinture de sécurité. En fait, c'est son ex-mari. Bon, le temps d'hurler, de faire... Bon, il y a les véhicules derrière qui courent et qui viennent l'aider. Donc, d'ailleurs, ce monsieur, je l'ai vu qu'une fois dans ma vie, mais je le remercie. Donc, c'est lui-même, puisque nous sommes tremblantes, hein, et qui prend la voiture, qui la met effectivement, qui la garde plus loin, et qui appelle les SAMU et tout ça. Et c'est là qu'elle me raconte, en fait, qu'elle était une femme battue. Elle était une femme battue, elle n'en avait jamais parlé. Je demandais pourquoi est-ce qu'elle avait quitté son compagnon, mais elle n'en parlait pas. Elle me disait que ça n'avait pas marché, parce qu'elle n'avait pas appris à parler. Et c'est là qu'elle me raconte, en fait, elle me montre
les scars qu'elle avait sur le corps. Oui, là, voilà, quand il la frappait, quand il la mordait, les traces de cigarettes. Et tout ça. Donc je tombais nu. Et je lui ai dit, mais tu as fait 15 ans avec ce mec. À quel moment il t'a tapé? Il a dit, mais il m'a toujours battu. Mais nous, on ne le savait pas. Et je réalise, je le savais qu'il y avait des femmes battues. Je savais qu'il y avait du féminicide. Je le savais. Mais vous savez, quand ça vous attaque de près, vous avez un œil différent de la chose. Tu m'en as jamais parlé. Et elle explique. Et je me dis, mais il faut parler de ce truc. Il faut en parler. Et je commence donc à en parler. Et je commence à défendre, refaire ce que je faisais au départ, c'est-à-dire 20 ans plus tôt. Lorsque on a vu tous, en 2017, les Africains se faire vendre en Libye pour 200 dollars, même pas le prix d'un portable, d'un iPhone. 200 dollars pour être esclaves. Les femmes battues, les femmes qui traversaient la mer, qui mouraient en mer. Et je m'intéresse au féminicide, toutes ces femmes qui sont tuées dans leur couple. Je commence, en fait, c'est comme si mes yeux s'ouvrent sur un phénomène qui existait depuis longtemps. Mais ça s'ouvre. Et je commence à en parler. Et c'est vrai que les réseaux sociaux ont été une aide. Bien sûr. Et j'en rigole parce que je dis à mes étudiants, mais montrez-moi comment est-ce qu'on fait les indirects Facebook, parce que je ne le savais pas et c'était pas mon truc, mais il faut que je parle. Et ce sont mes étudiants qui me montrent, madame, vous faites ça, vous faites ça. Et je fais mon premier direct Facebook. Bon, les gens étaient tellement surpris de me voir. Je me rappelle de ce jour-là, il y avait quoi? Même pas 10 personnes, 20 personnes. Mais pour moi, je parlais à 20 personnes, j'étais super contente, quoi. Et juste que mon message passe. Et le lendemain, il y a l'AFD qui m'appelle pour dire, on a vu votre vidéo. Je dis, de quelle vidéo vous parlez? Mais est-ce que vous avez fait? En fait, je ne savais pas encore qu'on partageait les vidéos, etc. Donc, les rouages du réseau. Au départ, alors je dis, mais je vois les autres faire des vidéos, hein. Moi, mais c'était pas mon truc. Et on me dit, et je regarde, moi j'ai vu 20 personnes connectées, et je vois qu'il y a eu 200, 2000 vues. Je dis, mais d'où viennent les 2000 vues? Parce que je ne comprends pas. Et là, on m'explique. Et je comprends que ça peut être une arme. Oui. Pour passer un message. Puissante. Très puissante. C'est pour ça que je suis désolée de voir les réseaux sociaux aujourd'hui, ce que ça donne, les travers. Pour des clashs, pour avoir de l'argent, pour des trucs. Parce qu'on peut tellement faire des choses utiles. Et ça devient une arme. Et je commence une autre vie. Parce que vous savez, quand vous rentrez dans ces causes-là, les gens se disent, il y a quelqu'un qui nous écoute, qui nous comprend. Et je commence à avoir des coups de fil, des coups de fil. Je découvre le mariage forcé. Je découvre des filles qui ont marié à 8 ans. Je découvre l'excision de près. Je découvre tous ces trucs des femmes. Horribles. Des choses où je vous dis, vous ne dormez pas la nuit, vous pouvez en vomir. J'entends des femmes m'appeler à 1h du matin, lui dire à mon mari qu'elle est, il va me... Et vous êtes au téléphone avec elle. Elle vient vivre chez vous. Donc vous prenez un risque, parce que si le mari la suit, il vous tue tous les deux. Mais vous dites, mais cette femme, je ne peux pas la laisser. Et en fait, vous savez, le bouche à oreille fait qu'effectivement, je me retrouve dans l'humanité. Je reviens en fait, vraiment à mon premier qui a été vraiment celui-là. Mais en utilisant une arme, les réseaux sociaux et la com, pour défendre ces causes-là. L'injustice, l'inégalité et le droit à tout être humain d'avoir sa dignité, même quand on est une femme. Et nous, en tant que femmes, nous avions eu ces choses-là. Des hommes qui nous proposent de coucher pour avoir un poste. Le plafond de verre, c'est-à-dire vous rentrez dans une base, vous allez rester au même niveau parce que vous n'aurez pas un accès à des postes. Ce sont des choses qu'il faut dénoncer. Non pas avec véhémence et mépris, ou avec colère, mais pour que les choses changent. Parce que si nous n'avons pas pu avoir ça, il faut que vous puissiez avoir. Et ceux qui viennent après.
C'est ça, l'esprit de sacrifice pour les générations. On ne se bat pas forcément pour nous. Oui. On se bat pour les autres. Notre invité est une bibliothèque vivante. Son parcours est tellement enrichissant, je reste sans voix. Merci Marie-Paul. De rien, avec plaisir. Nous allons attaquer Oui, la seconde étape de cette émission d'accord. qui s'appelle l'instant challenge. En quoi est-ce qu'il consiste? Alors il consiste à tirer une question, à prendre une question. Elles sont où les questions? Elles sont bonnes. Elles sont La là. petite boîte. Hein. Et à y répondre. Je peux tricher. Allez. C'est bon? Je vous la donne? Oui. Merci. De rien. Ok. Je pense que vous allez. Mystère, allons-y. Alors je la lis. La dernière fois où vous avez eu. C'est quand la dernière fois où vous avez eu une altercation? Une altercation. Et c'était. Et quelle en était la raison? Quelqu'un en qui j'avais pleinement confiance, qui avait essayé de me manipuler. De me manipuler, je n'ai pas beaucoup apprécié. Mais par rapport à... il y a 15 ans, j'aurais réagi comme la jeune fille de banlieue de façon fougueuse, mais nous avons eu une conversation d'adultes assez dure, et je dirais très dure. Je pense que cette personne s'y attendait pas parce que ne savait pas en fait que je savais beaucoup de choses. Deuxième question. Ouais. Ah, je l'ai remise dedans alors ça... Non, je l'ai posée là. Ok. Trois choses que tu fais au réveil. 1. Ma prière. Toujours. Toujours. J'ai pas honte de dire que je crois beaucoup en Dieu. Ça me permet de garder une sérénité, surtout quand tout va mal. Deuxièmement, je me réveille assez tôt. Deuxièmement, je relis mes cours. Ou souvent quand j'ai pas pu les préparer la veille, je le fais très tôt, très souvent. Ou si je suis très fatiguée, je prépare un devoir à donner aux étudiants. Ah, on découvre certaines choses. Et troisième chose, mon vélo, Ah. du vélo d'appartement. Troisième question. Pardon. Ok, j'aime bien. Allons-y. Chanter le titre diplôme de l'artiste José. Honnêtement, je tiens à garder ma dignité. Oui. Je ne fais pas chanter cette chanson de peur d'affoler vos internautes et qui ne suivent plus la fin de l'interview. Alors, si vous m'aviez demandé de chanter autre chose, Qu'est-ce que vous voulez chanter? We shall overcome. Let's go. Et si vos auditeurs s'enfuient, je vous en tiens pleinement responsable. We shall overcome one day. We shall overcome one day. We shall overcome, Lord, one day. No more tears, no more pain, Lord. Yes, I do believe it is right. Everything's gonna be alright. Parlons du concours Osez. Oui. C'est quoi le concours Osez? Le concours Osez est un concours d'une proche, justement, qui avait la volonté, en tant que femme noire, de pouvoir briller en dehors du salariat. Donc, des projets, il y en a.
Après, il faut pouvoir les mener à bout. Hein. Bien sûr. C'est une autre étape. Et elle décide donc de donner effectivement de la visibilité aux entrepreneurs africains qui ont du mal souvent à trouver des finances, qui ont du mal, il y en a énormément, tellement de talents, mais qui sont cachés, qui manquent de visibilité. Oui. Et c'est dommage. Donc par conséquent, il y a des lauréats, il y aura des lauréats, bon, des candidats et des lauréats, et ces lauréats seront donc financés. Et donc elle m'en parle de ce projet, j'y adhère totalement. Et donc la première édition se passe au Bénin, à Cotonou, et je suis membre du jury. Oui, je suis membre du jury avec d'autres, et qui est une aventure pour nous, parce que toute l'équipe est une aventure de personnes vraiment qui voudraient valoriser ce talent africain. Moi, je rêve d'avoir un Louis Vuitton à l'africaine, où on n'aura pas besoin de faire la queue pour acheter des sacs ou MVMH, ou bien sûr notre Hermès à nous. Je pense qu'on a autant de talent pour pouvoir créer ça. En Afrique. Voilà, en Afrique. Bon, ça ne se fait pas encore. Nous sommes très contents de dire que je porte un sac Hermès, etc. etc. C'est moins beau de dire que je porte un sac d'entrepreneur africain. Mais moi, j'en suis très fière. J'en suis très très fière parce que je pense que ce talent-là, déjà par nous, va pouvoir effectivement éclore dans d'autres sphères et dans d'autres hémisphères. Et c'est un peu ça. Et donc elle fait ce concours et puis effectivement nous donnons les lauréats, 5 lauréats, mais des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Il faut les accompagner. Nous donnons de notre temps pour les accompagner juridiquement, financièrement, etc. pour qu'effectivement demain ça devienne des compagnies. Là, des conseils aussi. Voilà, exactement. C'est les conceptions qui te tiennent à cœur. Bien. Aujourd'hui, honnêtement, l'enseignement me tient à cœur dans la transmission du savoir. Les étudiants, beaucoup d'étudiants viennent, ils veulent leur diplôme, c'est qui est normal, et tout ça. Mais il y en a certains, effectivement, qui viennent. Moi, j'ai eu des étudiants qui viennent de l'Afrique et qui se retrouvent impressionnés d'avoir une prof noire et qui se disent, mais c'est possible. C'est possible. Je ne suis pas ministre, certes, mais qui disent, mais c'est possible. Parce qu'on a tellement encore l'idée qu'effectivement, tu es noir, tu on a des on a encore beaucoup d'infériorité. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, ça, déjà, j'en suis fière. Et de dire qu'il ne faut jamais abandonner, tout est possible. Au niveau humanitaire, je parlerai le plus. Évidemment, nous avons tant de luttes. Nous avons tant de luttes. Je répète que ces luttes-là ne sont pas contre les hommes, mais contre un système qui a embrigadé les femmes dans une sorte d'asservissement de meubles. Dans certains pays, vous n'avez pas idée de ce que les femmes vivent. C'est horrible. Je vous parle même dans certaines régions où une femme n'a même pas le droit d'apparaître en public parce qu'elle a ses règles. Nous sommes en 2022. En 2022, où il faut tuer le bébé quand le bébé est femme. Donc une femme accouche. Et l'enfant ne peut pas suivre, donc elle est obligée de le laisser, de mettre du sable dans la bouche de l'enfant, de l'étouffer. Les crimes d'honneur des parents eux-mêmes qui peuvent tuer leurs enfants parce que la fille est sortie du foyer. Ils ont honte. Des femmes qui sont brûlées à l'acide. Les viols, c'est pas, comme je dis, c'est pas une question de dire « Ah, je suis une femme ». Donc beaucoup pensent que c'est ça le féminisme. Non. On parle de la vie et de la mort. Tout être humain doit être égal. Donc on parle de la femme et de l'homme. La société a servi les femmes depuis longtemps. Et si vous regardez des communautés africaines comme le Bénin, où les femmes étaient des leaders. Les Amazones. Elles ont été des leaders. Et ça ne choquait pas. C'était normal. Parce qu'une femme, quand elle porte quelque chose, elle le porte au bout des tripes. C'est des choses que je dis beaucoup en interview, mais qui caricaturent. La femme, on dit woman. Men, homme. Wo, c'est-à-dire
l'homme avec des entrailles. Donc quand tu as des entrailles, ça bout dedans de toi. Donc quand une femme porte quelque chose, c'est autre chose. Mais donc si, dans certaines sociétés, si la femme est revalorisée, ce n'est pas pour rien. Si vous voyez aujourd'hui en France, on nomme des premiers ministres femmes, et vous voyez tout le monde en train de dire ça fait 30 ans qu'on n'a pas eu une femme. Oui. Mais vous comprenez l'impact que cela a. Mais ça ne devait pas être une exception. Parce que des femmes ont autant de compétences. Oui. Et c'est ça. On a Les eu, aspirations, les espoirs pour demain. Qu'une petite fille qui naît ait des chances d'aller aussi à l'école. Mais qu'on ne dise pas parce que tu es une fille, tu es appelée à te marier, donc toi tu restes à la maison. Ou des propres parents ne disent pas, oui, bon mais tu vas te marier, et qui disent au mari, ben écoute, tu as le droit de la chicoter. Il faut éduquer ta femme. Il y a tel mépris pour les femmes. Même une femme qui a une position sociale influente doit toujours prouver qu'elle est capable. On l'a vu avec Edith Cresson. Hein. Elle doit toujours prouver qu'elle est capable. Et si elle prouve qu'elle est capable, on dit oh, elle est dure comme un homme. C'est-à-dire il faut qu'on la compare à un homme pour montrer qu'elle est capable. Et c'est dommage. On peut avoir une personnalité, tenir les rênes, et puis bien gérer son couple, son foyer et ses enfants, qui sont deux choses différentes. Savoir faire la part des choses. C'est simple. Quelles sont nos passions? L'homme. L'humain. De nous développer. L'humain. Sauf les méchants. Et qu'est-ce que l'humain apporte à votre vie? Qu'est-ce que ça vous apporte? Chaque personne m'a apporté quelque chose, au bien ou au mal. Même en mal, j'en ai tiré la substance pour le dire. L'humain. C'est ce qui vous passionne. Mais quel aspect de l'humain? Parce que l'humain est global, il n'est pas... Même quelqu'un qui est très méchant est en souffrance. Oh oui, oui. On s'éloigne de la personne, c'est sûr, parce que la personne peut être nuisible. Mais même quelqu'un qui est très méchant est en souffrance. Mais j'ai puisé ma force de certaines personnes, de ma mère, mon père, des gens droits, très droits, de quelques relations, des étudiants. J'ai appris beaucoup des autres. Avant je parlais, maintenant j'ai appris à écouter. C'était bon. C'est ça. C'est ça que j'appelle le bien. Du parcours de vie de certains qui m'ont donné aussi de dire, ne fais pas, mais me dire, si je l'ai fait. Parce qu'il faut qu'expérience se fasse. Il n'est pas fait. Lui, voilà. Mais en soi, dans sa globalité. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui ont envie d'exercer le même métier que toi? Je veux parler de l'enseignement. L'enseignement principalement? Oui. Ou la communication, ou l'entrepreneuriat. Puisque tu es Oui, multicasquette. exact. C'est des choses qu'on entend partout. Hein. Aujourd'hui, tout le monde s'érige en coach et tout ça. Donc, c'est la même chose. Soyez confiants, soyez dynamiques, etc. Bon. Qu'est-ce qu'on doit retenir de Marie-Paul? Quel conseil? Écoutez, c'est tellement simple. Je le répète, sauf exception, la vie est un parcours semé d'embûches. Il y a un objectif, être sûr que c'est ce qu'on souhaite. Et même si on n'en est pas sûr, au moins s'en donner les possibilités. Je vous l'ai dit moi-même, pour moi c'était l'avocature, rien que l'avocature. D'accord? 25 ans plus tard, je me retrouve dans autre chose auquel je n'aurais même pas pensé et qui fait mon bonheur. Donc c'est un train de vie. Voilà, nous sommes dans un wagon et nous avons différentes stations. Mais dans ces différentes stations, il faut faire les choses bien. Pour chaque étape de sa vie, les choses bien. Pour que les personnes demain que vous avez rencontrées à ce wagon ou ces stations avant de monter dans l'eau pour la prochaine puissent effectivement être marquées par ce que vous avez fait. Ce sont ces personnes-là que vous rencontrez plus tard.
Donc, si vous dites parce que je ne veux pas faire ça, il y a un mépris, ça n'ira pas. Toujours, allez, il y a un temps pour tout. Il y a une étape pour tout. Saisir les opportunités, pas en marchant sur les autres, pas en méprisant sur les autres, mais en faisant ce qui est bien pour vous. Maintenant, lorsque ça ne fonctionne pas, avoir effectivement cette capacité de rebondir. Et c'est là où c'est le plus difficile. Et quand ça arrive là, on se regarde dans une glace et on dit, qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que je pense être? Qu'est-ce que je peux apporter? Parce que je pense que chacun a son destin. Chacun a son destin. Et si ça n'a pas marché là, vous frappez aux portes. Donc, tout le monde connaît l'adage. Frappez, on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Ça ne veut pas dire que ça se fait instantanément. Ça veut juste dire que quand vous avez demandé qu'on n'ait pas reçu, continuez à demander, continuez à frapper, continuez à chercher. Et un jour forcément, le ciel, la terre, obligé d'obéir à votre ténacité. Je dis, c'est l'humanitaire qui m'a le plus mis le prix des droits de l'homme-femme de la diaspora française, le deuxième prix des femmes leaders également. Le troisième prix est celui du prix Madiba. Madiba. Voilà. C'est quoi l'objectif? C'est quoi C'était vraiment, ça c'était la récompense pour mon travail sur effectivement l'immigration clandestine qui venait par la mer. Et le quatrième prix est le dernier que j'ai reçu là, le 19 mars. Très récemment. Voilà, très récemment, d'une organisation qu'on appelle Empowerment Women International et en fait du leadership africain. Merci à vous, je suis pleinement fière de ce que vous faites. Merci à toutes ces personnes. Il y a des personnes que je ne verrai plus, qui sont parties dans une autre vie, dans un autre pays. Des personnes que j'ai perdues en cours de route. Mais chacun a créé une part, un pan de ma vie. Un énorme merci à ma mère, Winnie Mandela, qui a aussi contribué à l'histoire de leur pays, qui n'a pas accepté d'être seulement la femme d'eux. Je parlais en Côte d'Ivoire d'une femme comme Simone Mabo aussi, qui a fait la prison également pour la contribution. Toutes ces femmes-là, et puis plein d'autres, qui sont des sources d'inspiration, mais des personnes qu'on ne connaît pas. Parce que dans le parcours de mes voyages, j'ai rencontré des femmes qui sont cachées au fin fond d'un village, mais qui n'avaient aucune idée de la force et de la volonté de ce qu'elles ont apporté, malgré les souffrances qu'elles ont eues, des viols, des guerres, mais sont d'une volonté de s'en sortir qui est incommensurable. Et là, je me dis, mais quand vous sortez de ça, j'ai reçu beaucoup, et vous dites merci. Et bien entendu, du côté professionnel, ces personnes qui m'ont donné ma chance. Et qui ont cru, et qui croyaient même plus en moi que moi-même, à un moment de ma vie. Et bien entendu, mon mec. Je lui fais un coucou. Alors, ça va choquer les gens pour la féministe, mais que je suis... Non, mais pas du tout. Évidemment, j'ai quand même quelqu'un qui est un grand support. Je lui fais un coucou. Merci Marie-Paul. Et ma fille, qui m'accompagne dans tout, qui est toute belle et que je traîne avec moi depuis qu'elle est petite, pour qu'elle comprenne en fait le combat que nous livrons et qu'elle demain elle puisse se référer au sacrifice que sa mère a fait. Qu'elle s'en inspire. Pour qu'elle s'en inspire. Vous savez, les enfants sont souvent un peu en conflit avec les parents, mais plus tard elle s'en inspirera et comprendra que tout ça je le fais pour laisser une trace surtout pour elle. Je vous remercie énormément. Merci à Marie-Paul pour ce passage à notre émission. Ne jamais abandonner, même lorsque les portes restent fermées.